Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, gouvernement souminois, enfin les violons s'accordent au sein de la mouvance présidentielle. Les frustrés d'hier sont désormais d'accord pour l'investiture du gouvernement. Reportage à suivre dans ce journal. Crise russo-ukrainienne, le président Vladimir Poutine ne décolore pas face aux velléités occidentales. Le chef du Kremlin est une fois de plus monté au créneau. Il menace l'OTAN des représailles. En sport, les Léopards de la RDC affrontent les Lions du Sénégal à Dakar ce jeudi au stade Abdoulaye Wade. Ce derby de haute intensité entre dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On en parle dans ce journal. Vous suivez Télé 50, merci de votre fidélité. Après un moment de frustration né de la publication du gouvernement, les différents partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée constituant la majorité parlementaire ont enfin exprimé leur soutien à l'investiture du nouveau gouvernement dirigé par Judith Suminwa-Tuluka. Ils l'ont dit à l'issue d'une audience avec le président de l'Assemblée nationale. Mettre de côté les frustrations pour privilégier l'intérêt national au regard des urgences auxquelles le pays est confronté, tel est le sentiment qui a animé les différents partis et regroupements politiques qui composent la majorité parlementaire. Reçus par le président de l'Assemblée nationale, ces élus se disent d'accord pour l'investiture du gouvernement souminois prévu entre le 10 et le 11 juin prochain. D'après le président de l'Assemblée nationale et membre du présidium de l'Union sacrée, Vital Kamerhe, le gouvernement doit déjà se préparer à présenter son programme aux élus. À ce stade-ci, je voudrais vous dire, demander aux rapporteurs de vous donner les chiffres des députés qui ont déjà signé leur présence et marqué leur accord à l'investiture de Madame la Première ministre. C'est cela aussi, être des hommes d'État qui sont capables de sursaut patriotiques, d'oublier leurs intérêts personnels pour privilégier l'intérêt général. Les différents partis et regroupements politiques membres de l'Union sacrée composant la majorité parlementaire ont marqué leur soutien à l'investiture du gouvernement souminois à travers des déclarations faites tour à tour devant la presse. Aucun obstacle ne pourra donc empêcher l'audition par l'Assemblée nationale du programme du gouvernement prévu la semaine prochaine. En bref, crise à la Chambre haute du Parlement. Le sénateur Jonas Mukamba, 93 ans, veut diriger le bureau provisoire du Sénat et informe l'opinion qu'il convoquera la plénière pour des matières restantes, alors que le président du bureau d'âge, Pascal Kindwelo, 85 ans, annonçait dernièrement la même chose à la presse. Et pendant ce temps, il se tient d'ailleurs une plénière au Sénat sous la conduite du président du bureau d'âge, Pascal Kindwelo. Autre chose à présent, à Massaou, dans le territoire de Beni au Nord Kivu, 16 personnes ont perdu la vie lors d'une attaque attribuée aux terroristes ADF, a rapporté la société civile locale. Outre ce lourd bilan humain, l'on déplore également l'incendie de plusieurs maisons et l'enlèvement de certains habitants qui seraient conduits dans la brousse par les assaillants. Elvis Achongia Kiaya, député national élu de la ville de Beni, est joint au téléphone par Rodrigue Mumbere. Selon le bilan provisoire, c'est d'abord 16 morts et on ne sait pas s'il restera comment ou Dieu va nous aider qu'il puisse s'arrêter jusque-là. Parce que quand on le traque, changer de coin, voilà que là où il y avait la calmie, c'est là où maintenant il commence à aller dans la zone de Basso-Amadiwe. Le message que nous avons à la population, c'est toujours la condoléance et les autorités de fournir encore des efforts plus que jamais pour que cette histoire puisse finir. Parce que avec le gouvernement qui vient d'être à peine établi et nous allons bientôt le recevoir au Parlement pour voir maintenant à qui s'adresser et comment travailler avec lui pour que cette histoire puisse prendre fin. Parce qu'on en a marre et on en a assez. On ne peut pas rester under le contrôle de mort. Maintenant, nous voulons que vraiment cette histoire finisse. Avec l'espoir que ce gouvernement va fournir beaucoup d'efforts et
toute la population et ce qui est l'armée, nous pensons que les choses vont changer. Bon, dire qu'ils n'ont pas abouti, c'est très fort. Parce que là où les opérations conjointes ont été faites, il y a la calmie qui se constate. Et ces gens-là voient, là où ils sont traqués par l'opération conjointe, ils changent de côté. Si vous êtes d'accord avec moi que dans la région de Basso-Madiwe, le secteur de Benimba ou à Basso-Madiwe, là, il n'y avait pas encore de problème. Mais comme ils sont traqués par-ci, par-là, voilà qu'ils sont maintenant, ils entrent dans la profondeur de notre territoire. Donc, les opérations conjointes, ça évolue. Lutte contre la criminalité dans la ville de Lubumbashi par l'encadrement de jeunes désœuvreux, communément appelés Kuluna. La police du Haut-Katanga a mis à la disposition du service national une nouvelle vague de délinquants. Au total, 320 Kuluna, pour la plupart emmenés par leurs parents. Ils vont prendre leur vol vers la ville de Mbujimai avant de prendre la voie terrestre pour Kanyamakasisi pour une formation et une transformation avant de devenir agent de l'État au sein du service national. Jean-Marie Kazambou, notre envoyé spécial, nous en dit plus. Nous sommes ici dans la ville qui peut faire de Lubumbashi, précisément à l'aéroport international de la Luano, où nous assistons à l'embarquement d'une nouvelle vague de jeunes désœuvreux appelés Kuluna. Ils vont prendre leur vol tout à l'heure là, direction la ville de Mbujimai, avant de prendre la voie terrestre jusqu'à Moneditu, Olomami, au centre d'encadrement et formation des jeunes de Laurent Désiré Kabila. Alors ici, ils ont été sélectionnés selon le fichier de la police mis à la disposition du service national que dirige le général-major Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, qui doit les amener à Kanyamakase, c'est au centre de formation de Laurent Désiré Kabila, pour une formation et transformation à l'idéal du service national et du commandant suprême des forces armées de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut investir dans la jeunesse pour promouvoir l'emploi et le développement de la République démocratique du Congo. Comme vous voyez derrière moi, ce sont des bus qui ont été loués pour transporter ces jeunes du centre-ville jusqu'ici à l'aéroport. Et d'ailleurs, vous pouvez les voir, ils sont de l'autre côté. Ils attendent l'avion qui est en train de charger de carburant afin qu'on les amène à Kanyamakasese. On a assisté à un spectacle de la pleure de parents, beaucoup plus de mamans, que nous interprétons par l'instinct maternel. Ils n'ont pas à craindre parce que les enfants ne sont pas partis dans un mouroir. Ils sont plutôt partis dans une formation qui va faire d'eux de nouvelles personnalités et de bons citoyens pour le développement de la République démocratique du Congo, mais aussi pour l'épanouissement de leurs familles respectives. Alors, il est demandé à toute personne vivant à Lubumbashi qui connaît une personne suspecte de voyous, de badauds, de délinquants, d'aller vite collaborer avec la police, car la sécurité, c'est une affaire de tous. Jean-Marie Kazambou, Télé 50. Jean-Marie Kazambou, merci pour toutes ces précisions. Parlons à présent de la libération hier, mercredi 5 juin, de 80 pêcheurs congolais spécialisés dans la capture du poisson Ngassia. Ces derniers ont été arrêtés pour violation des limites lacustres sur le lac Albert. C'est la Fédération des pêcheurs congolais sur le lac Albert qui livre cette information et précise qu'une dizaine d'autres pêcheurs sont toujours en détention et que leur matériel de pêche a été confisqué par les autorités ougandaises. Les pêcheurs arrêtés s'y trouvaient dans le sud-est du lac Albert où ils ont été interceptés par la marine ougandaise pour ne pas avoir présenté des licences de pêche, un document non délivré par les autorités congolaises. Commémoration du 80e anniversaire du débarquement. Une cérémonie s'y déroule aujourd'hui en France en compagnie de nombreux dignitaires. Ils sont 25 chefs d'État, rois ou reines, représentants des pays alliés ou ennemis à participer aux côtés du président français Emmanuel Macron à l'hommage international organisé à Omaha Beach aux plus de 150 000 soldats qui sont débarqués le 6 juin 1944 sur les plages de Normandie. Plusieurs sources rapportent que la Russie a été écartée de cet événement en raison de son agression contre l'Ukraine.
Dans une interview donnée hier, mercredi 5 juin, le président russe Vladimir Poutine menace de livrer des armes à des pays tierces pour frapper les intérêts occidentaux. Il a dit en marge du Forum économique de Saint-Pétersbourg. Alors que les pays occidentaux soutiennent de plus en plus d'autoriser l'Ukraine à utiliser leurs armes pour frapper la Russie, Vladimir Poutine a menacé mercredi 5 juin, lors d'une interview avec une quinzaine d'agences de presse, de livrer des armes à des pays tiers susceptibles de frapper les intérêts de ces mêmes nations occidentales si seulement l'Occident autorise l'Ukraine à frapper la Russie avec ses milices de longue portée. Le président russe a fait planer cette menace alors que les pays occidentaux sont de plus en plus favorables, sous condition, à autoriser Kiev à utiliser leurs armes pour frapper le territoire russe. Bien sûr que de telles actions finiront par se produire. Elles ont déjà atteint les plus hauts niveaux de dégradation, mais elles détruiront complètement les relations internationales et porteront atteinte à la sécurité internationale. Et si nous voyons que ces pays sont entraînés dans une guerre contre nous et qu'il s'agit de leur implication directe contre la Russie, nous nous réservons les devoirs d'agir de la même manière. C'est une voie qui mène à des très graves problèmes. L'Ukraine réclame ce droit depuis des mois pour l'autorité suprême russe. Si des milices de longue portée nécessitant l'assistance des militaires occidentaux étaient tirées à l'avenir contre des cibles en Russie, Moscou riposterait. Rappelons que le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, clôture sa tournée en Afrique au Tchad. Ses visites à répétition en Afrique s'axent sur fond de coopération sécuritaire et économique, avec un seul discours qui fustige toujours la position occidentale sur la Russie. Chez Lydia, le verso de ce journal, c'est ce soir que les Léopards de la RDC seront reçus par les Lions du Sénégal en match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les vainqueurs de ce duel va provisoirement occuper la première place du classement après les matchs nuls du Togo et du Soudan hier. On fait le point avec Christian Boukaya qui est avec moi sur ce plateau. Christian, bonjour et bienvenue. Bonjour Joël, merci beaucoup. Bonjour à tous les téléspectateurs à travers le monde. Toujours un plaisir de parler autour de notre passion commune, le sport. Alors, que devons-nous attendre du match Sénégal-RDC de ce soir? On devrait s'attendre à un duel des titans, à un match très ouvert entre deux formations qui savent manipuler en tout cas le ballon. Le Sénégal, depuis un temps sur les continents, on va dire c'est le maître à jouer avec ce qu'ils ont fait dernièrement ou au Cameroun lors de la CAN 2021 qui s'est jouée bien sûr en 2022. La RDC aussi, au regard de ce qu'il a fait, au regard de son parcours lors de la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Bref, ce sera un match de titans entre deux formations, parce que de part et d'autre, on a des joueurs de qualité, des joueurs qui évoluent sur le vieux continent, des joueurs qui évoluent en Arabie Saoudite, des joueurs qui évoluent en Afrique. Bref, ce sera un match très intéressant, très attendu par les amoureux du ballon congolais sur le banc. Bref, ce sera un match au-delà un peu de pronostics, puisque sur le banc, vous avez des coachs expérimentés, vous avez Sébastien Desabre avec tout ce qu'il a fait, avec l'Ouganda, partout où il est passé. Vous avez Aliou Cissé qui a réussi à bâtir une équipe homogène. On devrait s'attendre vraiment à un match intéressant et c'est déjà pour 20h. Mais est-ce que Sébastien Desabre va bouger son 11 de départ à l'image de ce qu'on a vu à la CAN? Joël, il faut dire plutôt que beaucoup d'amoureux du ballon rond se posent aussi cette question. Alors, le 11 de départ de Sébastien, c'est vrai que c'est un monsieur des surprises. C'est un homme de surprises. Il peut nous surprendre à gauche, il peut nous surprendre à droite. Mais je ne vois pas le 11 de départ bouger à 80%. Il peut maintenir l'ossature de base, c'est-à-dire, on sait déjà que Dimitri Berthaud, bon, je ne peux pas quand même l'avouer, on sait plutôt que Lionel Passy est absent, parce que depuis un temps, c'est lui qui était dans le Perche. Mais on aura quand même la chance d'avoir un Dimitri Berthaud. En défense, on peut avoir dans l'axe, généralement, on aura un Chancel Mbemba, on aura soit Dylan Bantoubintika, soit Touanzébé, mais je vois plutôt Touanzébé aller peut-être sur le côté gauche, puisque depuis un temps, Gédéon Kaloulou n'a pas beaucoup convaincu avec son club, avec Lorient, bien sûr, en France, depuis qu'il a fini, bien sûr, la CAN sur le côté gauche. Ben, il y a
le maestro Arthur Maswaku. Dans l'entrejeu, on a Gaël Kakuta, Moutousami, vous avez Charles Piquel. Mais bon, c'est pas trop s'il va jouer avec un 4-3-3 traditionnel et mettre un garçon comme Théo comme meneur de jeu et pour alimenter bien sûr l'attaque. En attaque, là, vous avez les joueurs de Braga, Simon Banza, vous avez Fiston Maëlé Kalala. Et Sendé pour une première, est-ce qu'il va commencer? Je ne sais pas trop. Sur les côtés, vous avez Meshak, vous avez, si jamais Bongonda jouait comme meneur de jeu, il peut aussi aller sur les côtés. Bref, Sébastien a toutes les solutions. Et c'est à lui de nous concocter un 11 de départ intéressant, parce que le plus important, il ne faudra pas observer dans ce match-là, mais il faudrait faire le jeu, mettre le Sénégal en difficulté dès la première mi-temps pour aller bien sûr chercher 2 points, parce qu'à défaut d'une victoire, il faudrait prendre des points, parce que dans ces groupes-là, l'enjeu, c'est bien sûr finir en première position pour être directement qualifié à la Coupe du Monde. Alors Christian, est-ce qu'en l'absence de Sadio Mané, la ligne offensive sénégalaise sera-t-elle ravitaillée? Bon, en l'absence de Sadio Mané, est-ce que la ligne offensive du Sénégal sera ravitaillée? Je dirais oui. Le Sénégal, c'est d'abord un état d'esprit, c'est d'abord les collectifs. Ils ont des joueurs talentueux. Il y a des garçons comme Lamine Camara qui a brillé lors du dernier CHAN en Algérie, qui a fait aussi une saison pas mal avec Metz. Il peut jouer la partition de Sadio Mané. Bref, il y a des joueurs talentueux. Vous avez des Nicolas Jackson. On a vu la saison qu'il a fait chez les Blues de Chelsea. Vous avez les Iliman Ndiaye. Vous avez des joueurs talentueux, expérimentés aussi. Puisque déjà, si vous avez un garçon comme Koulibaly, capitaine de l'équipe, Edouard Mendy, les cadres de l'équipe, bref, ils vont essayer de motiver le jeune. C'est une sélection, je vais dire, équilibrée, puisque Aliou Cissé a réussi à créer d'ailleurs la symbiose pour permettre à tout le monde de s'exprimer librement. Il a d'ailleurs répondu à cette question en conférence de presse d'avant-match. Est-ce que l'absence de Sadio va peser? Je voudrais qu'on écoute sa réponse avec Sébastien, des Sabres aussi, des Sabres et Aliou, qui se sont montrés plutôt confiants hier lors de la conférence de presse à Dakar. Tous les matchs, on les joue pour les gagner, de toute manière. Après, ce qui est important, c'est d'être premier du groupe à la fin de du 10e match. Nous, on aborde chaque match pour essayer de les gagner, pour être ambition dans le jeu. C'est qu'on affronte une des meilleures équipes d'Afrique, pas 17e au classement FIFA pour rien, et 2e équipe d'Afrique. C'est des équipes qu'on respecte beaucoup. Nous, on pense qu'on a nos qualités aussi à faire valoir. On est sur une phase de progression. Donc, pour nous, c'est bien de jouer ce qui se fait de mieux en Afrique pour pouvoir montrer de quoi on est capable et puis s'étalonner contre ces belles équipes. On a travaillé pendant des années et des années pour justement renforcer cette équipe nationale du Sénégal. Je le dis, doubler les postes, tripler les postes. Par moment, on m'a reproché à un moment donné de ne pas trop tourner l'équipe. J'avais mes raisons. Aujourd'hui, que ce soit le gardien de but, que ce soit derrière, que ce soit au milieu, on a des joueurs aujourd'hui que, en tout cas, nous espérons que ils feront en tout cas le travail. Nous espérons en tout cas tout ce qu'on a travaillé durant ces 10 jours-là. Prier Dieu de le voir et surtout gagner. Voilà, Inch'Allah. Alors, Christian Bokaya, un dernier mot avant de nous quitter? Le dernier mot, c'est peut-être rappeler l'enjeu de ce match-là. C'est un match très important pour les deux nations, parce qu'on ne prendra que les premiers. Les premiers seront directement qualifiés pour la phase finale. Les meilleurs deuxièmes vont disputer le barrage. Donc le chemin pour atteindre le Canada, le Mexique et les États-Unis, il est très long, un chemin très long à parcourir. Mais là, il faut rappeler que la RDC sera privée de son 12e homme, parce que les supporters, les animateurs sont encore à Kinshasa au moment où nous parlons. Il y a de ceux-là qui doivent déjà regagner leur maison puisqu'il n'y a pas de vols qui peuvent, des vols affrétés, bien sûr, le transporter directement à Dakar. C'est une affaire de 5 heures de vol. Donc c'est compliqué. Sinon, le rendez-vous est pris pour 20 heures. Ce sera bien sûr au stade Abdoulaye Wade à Diamniadio. Diamniadio, c'est bien sûr à 30 km de Dakar, la capitale sénégalaise. Je vous remercie, Christian Bokaya, pour tous ces détails. C'est moi qui vous remercie, Joël. Alors, on va prendre le rappel des titres. Gouvernement souminois, enfin les violents s'accordent au sein de la mouvance présidentielle. Les frustrés d'hier sont désormais d'accord pour l'investiture du gouvernement.
crise russo-ukrainienne, le président Vladimir Poutine ne décolère pas face aux velléités occidentales. Le chef du Kremlin est une fois de plus monté au créneau. Il menace l'OTAN de représailles. En sport, les Léopards de la RDC affrontent les Lions du Sénégal à Dakar ce jeudi au stade Abdoulaye Wade. Ces derbys de haute intensité entrent dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Restez avec nous, la revue de presse est tout de suite. La revue de presse est avec Moïse Chamala qui me rejoint de l'autre côté du plateau. Moïse, bonjour et bienvenue. Bonjour Joël Isselona et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. Alors le premier sujet de votre revue de presse, gouvernement souminois, l'investiture est prévue entre le 10 et le 11 juin. Tout justement, Joël, comme vous l'avez suivi hier, c'est les présidents des 7 organes ou institutions qui l'a fait cette annonce que le gouvernement sera investi entre les 10 et le 11 juin. D'abord, à la une du quotidien, la prospérité. Il faudrait savoir que les présidents de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a sensibilisé 2 jours les partis et regroupements politiques faisant partie de l'Union sacrée pour l'investiture du gouvernement de la première ministre Judith Suminwa Tuluka, prévu entre les 10 et les 11 juin prochains. Mais pendant ces temps, les quotidiens font écho de l'impatience grandissante de la population à quelques jours de cette investiture, Joël, du gouvernement souminois depuis la nomination de l'équipe gouvernementale souminois, rapporte ces tabloïds. Des commentaires vont bon train à travers l'opinion. Certains Congolais estiment que ce gouvernement ne sera pas à la hauteur des attentes de la population, tandis que d'autres restent optimistes et attendent de juger cette nouvelle équipe sur terrain. Alors au Sénat, le torchon brûle entre Pascal Kindwelo et Jonas Mutamba. Tout justement, les 2 présidents, enfin les 2, disons, sont en train d'appeler la plénière. C'est-à-dire l'un a invité une plénière et l'autre a également convoqué la plénière. Et bien, tout justement, dans ces sujets, les quotidiens Forum des As, lui, explique et rapporte que l'appel de l'honorable sénateur Jonas Mutamba, qui réclame la présidence du bureau d'âge à peine élu dans la province de l'Équateur, les sénateurs de 93 ans demandent à son collègue Pascal Kindwelo, 85 ans, de lui céder les fauteuils du bureau provisoire conformément à la Constitution. 7/7.cd revient en force pour signaler que cette rivalité entre les 2 seniors risque de mettre en néant les actions posées par Pascal Kindwelo qui seront frappés d'inconstitutionnalité du fait que les bureaux provisoires avaient été dirigés par un moins âgé alors qu'un doyen s'était manifesté pour actualité.cd. La Chambre haute du Parlement va se pencher ce jeudi à la validation des mandats des sénateurs. Cette étape des validations, ajoute ces médias d'information, sera procédée par l'examen des rapports de 5 commissions spéciales chargées de vérifier les pouvoirs des sénateurs issus de l'élection du 29 avril dernier. Autre chose, c'est les combats des Salomon Kalonda, longtemps détenu dans les geôles de l'Agence nationale des renseignements et revenus de son périple médical en Europe. Les nouveaux sénateurs notent la référence plus était hier mercredi au Palais du Peuple pour se faire identifier en prévision de la validation de son mandat à la Chambre haute du Parlement. Alors, dans votre revue, vous parlez également de la Banque centrale qui demande aux banques partenaires de paramétrer leur paiement monétaire électronique uniquement en francs congolais. Tout justement, cette nouvelle fait parler. D'ailleurs, c'est un sujet très bien exploité dans les quotidiens. ACP, l'Institut d'émission de la RDC, a instruit dans un communiqué rendu public mercredi les banques commerciales de paramétrer au plus tard les 31 juillet les terminaux de paiement électronique uniquement en francs congolais dans le cadre du renforcement de son dispositif d'encadrement du taux d'échange. 13% des terminaux des paiements électroniques en RDC, service démocratique du Congo, sur l'ensemble du territoire. Eh bien, Joël, la Banque centrale du Congo impose aux banques de paramétrer leurs terminaux des paiements électroniques en francs congolais d'après Dépêche.cd. Cette nouvelle mesure de la BCC vise notamment à inciter la population
d'utiliser davantage la monnaie nationale dans les paiements des biens et services. Alors, votre dernier sujet, nomination de Jean-Pierre Liaou, le jeune de la DJPL. Remercie Fachi. Tout justement, Jaël Selona, c'est un sujet exploité dans les colonnes du quotidien Forum des As. Eh bien, ça s'est passé effectivement dans une déclaration lue par les coordonnateurs de cette structure de l'extension des Founans, Christian Motingueya, qui a réitéré le relevé de travailler avec les VPM de la fonction publique. Jean-Pierre Liaou, il dit, je cite, « Moi et mon équipe, sous l'impulsion du coordonnateur national, sommes dans la joie d'apprendre à cette occasion dont les mentors inspirent la jeunesse, j'allais dire cette nomination, dont les mentors inspirent la jeunesse congolaise et les bonnes consciences en général, ces jeunes, cet esprit et reste au service de Jean-Pierre Liaou. Il ne reste plus qu'à vous remercier, M. Chamala. C'est moi qui vous remercie, Jaël. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue, Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.